Souvent qualifiée comme une maladie silencieuse, la drépanocytose touche des milliers de familles en République démocratique du Congo, mais reste encore entourée de nombreuses incompréhensions, de préjugés et parfois d'un manque d'une vraie information. En outre, des douleurs chroniques, des difficultés, accès aux soins, des nécessités d'un dépistage précoce. Mais malheureusement, cette maladie reste génétique et constitue aujourd'hui un véritable défi pour le patient, le famille, ainsi que pour les systèmes de santé. Pour en parler, bonjour et bienvenue dans cette émission au cœur de l'actualité. Souvent, nous parlons de la politique, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet purement exceptionnel qui touche à la santé publique. C'est de cette maladie que nous avons citée, la drépanocytose. Et bien évidemment, dans cette émission pour aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un expert, un spécialiste, Dr Kanti, qui est avec nous. C'est avec lui que nous allons répondre à un certain nombre de questions, notamment qu'il faut-il réellement savoir sur la drépanocytose? Comment reconnaître le signe de cette maladie? Est-ce que réellement existe-t-il de moyens de prévention et une prise en charge efficace? C'est avec Dr Kanti plutôt que nous allons pouvoir discuter tout au long de cette émission au cœur d'actualité, ou une émission que vous aimez beaucoup. Docteur Kanti, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites. Généralement, cette émission, le premier numéro, nous l'avons tourné, c'était purement politique, mais cette fois-ci, nous avons voulu parler avec vous sur une question qui touche la santé publique. Et parce que vous êtes spécialiste, vous êtes quelqu'un du domaine, nous allons aujourd'hui parler de la drépanocytose. Déjà, le mot drépanocytose, c'est un mot qui paraît étrange, difficile pour certaines personnes qui ne s'y connaissent pas. Alors, d'abord, dans termes de jeu, la drépanocytose, c'est quoi? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je voudrais ici, avant de l'aborder, me présenter. Je suis docteur Tchabola Etienne Kanti. Comme on dit, je suis médecin-chercheur en drépanocytose. Je suis médecin au Centre de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelé Hôpital Mabanga, qui est situé à Yolo, tout près de Capella. Voilà, c'est vous. Aujourd'hui, l'opinion qui nous suit a la chance de rencontrer un expert en la matière. Vous avez dit, vous êtes aussi chercheur dans ces domaines. En tout cas, ça vaut la peine pour que nous puissions comprendre quand même ce que c'est la drépanocytose, le moyen, les symptômes, tout le flou qui entoure cette maladie. Alors, j'aimerais que vous puissiez quand même répondre à notre première question parce que vous êtes passé à la présentation. Ben, dites-nous, la drépanocytose, c'est quoi? La drépanocytose, appelée maladie ou l'anémie SS communément, on l'appelle aussi cyclanémie. Ok. C'est une maladie héréditaire génétique qui affecte l'hémoglobine, qui est la protéine principale du globule rouge. Et le globule rouge, c'est le véhicule de tous les nutriments, notamment l'oxygène, dans tout l'organisme. Docteur, je crois que vous avez parlé en jargon médical, hein, en jargon médical. Vous avez parlé de globules rouges, vous avez parlé de protéines. Mais moi, j'aimerais maintenant que la personne qui nous suit, mais qui est intéressée, puisse un peu comprendre de manière élémentaire cette notion importante des drépanocytoses. Je vous appelle à nous ramener un peu sur terre, parce que vous nous parlez en tant que chercheur scientifique. Imaginez. Mais j'aimerais que vous puissiez mettre aussi à l'aise ce que nous suivons. Ok, je vais essayer d'être beaucoup plus simple pour faciliter la compréhension à tous ceux qui nous suivent partout au monde. Justement. Je sais que tout le monde connaît que le sang a une couleur rouge. Et cette couleur rouge vient d'un constituant, parmi tant d'autres, les globules rouges. Parce que dans les sangs, il n'y a pas que les globules rouges. Il y a beaucoup d'autres cellules encore. Il y a les globules blancs, il y a les plaquettes, et que sais-je encore. Mais ici,
nous allons nous appesantir sur les globules rouges. Et ces globules rouges a une protéine principale qui joue pratiquement tous les rôles du globule rouge. Les globules rouges est réputé, ou sa mission principale, c'est les transports. Les transports de quoi? Les transports de l'oxygène et autres nutriments qui nourrissent l'organisme de la personne. Voilà. Et la maladie que la drépanocytose concerne cette hémoglobine-là. Ça concerne l'hémoglobine comment? En la déformant. Parce que l'hémoglobine normale a une forme qui lui facilite le passage au travers les vaisseaux, même les plus petits. Alors que l'hémoglobine anormale, hémoglobine d'un drépanocytaire, avec la mutation qu'il y a sur son gène, va déformer cette hémoglobine-là en lui donnant une forme spéciale. Elle devient une hémoglobine handicapée. Handicapée. Et la forme est comparable à une faucille ou demi-lune ou un croissant. Alors que l'hémoglobine normale donne la forme presque ronde au globule rouge. Mais chez les drépanocytaires, il va se retrouver avec beaucoup de globules rouges déformés parce que l'hémoglobine, qui est le constituant principal, l'hémoglobine principale, est parasité et handicapée. Et déformée. Voilà. Et c'est cette forme de faucille, c'est pour ceux qui lisent, qui connaissent un peu de l'agronomie, c'est un instrument agricole qui est émanché, qui a la forme d'un arc, d'un arc. Et on compare alors cette forme à une faucille, à la forme de globule rouge du drépanocytaire. Voilà. Alors, vous avez bien expliqué. Je crois que ceux que nous suivent ont compris la quintessence et ce que la drépanocytose signifie. Alors, j'aimerais un peu aussi comprendre pourquoi la drépanocytose est considérée comme un problème de santé publique. La drépanocytose aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de maladies en RDC qui sont considérées comme problèmes de santé publique, notamment le paludisme, la rougeole et même les maladies diarrhéiques, notamment le choléra. La drépanocytose, oui, vient se greffer aussi parce que c'est une maladie qui affecte l'état physique, mental, et qui va demander beaucoup de moyens pour sa prise en charge. Okay. Voilà un peu en des termes beaucoup plus simples et clairs, c'est que un problème de santé publique. Je crois que nous allons développer tout au long de cette émission, mais répondez un peu à cette question. Quelle est l'origine de cette maladie et comment elle s'est transmise? Parce que tout au début, vous avez dit que c'est une maladie héréditaire, elle est génétique, mais comment elle s'est transmise pour que l'opinion que nous suivons puisse un peu être dans un équilibre et surtout dans une logique de notre émission. Ok. Merci de la question encore une fois. Lorsqu'on dit que une maladie est héréditaire, c'est-à-dire la personne qui l'hérite de ses parents. Ok. Et pour voir un enfant avec porteur de la maladie, il faut que ses parents
soit porteur de cette soit maladie. porteur Le germe, hein? du gène. Ok. Du gène Mhm. qui va faire que l'enfant va se retrouver victime. Et parmi les parents, ce n'est pas tous les parents. Il faut que parmi les parents, qui aient chez eux tous, papa, maman, un gène S. Si papa donne un gène S et la maman donne un gène S, à ce moment-là, on va se retrouver avec Un un enfant S. SS. Il faut que parmi les parents, que tous donnent un gène S. On va essayer un peu de développer tout au long de l'émission pour voir les différents statuts de parents par rapport à l'examen Mhm. qui détermine même de l'état normal ou pas de l'hémoglobine. Voilà, merci. Je crois que ceux que nous suivent comprennent déjà comment cette maladie se transmet. Elle est héréditaire et d'où intervient la responsabilité des parents. Je crois que vous allez répondre à une des questions parce que le principaux acteurs maintenant deviennent les parents parce que ce sont eux qui portent en amont les gènes comme vous l'avez dit et parce que il y a un gène SS entre les deux parents. Je crois que il y a possibilité que l'enfant soit automatiquement un SS, ce qui n'est pas bon. Alors docteur, dites-nous comment on peut diagnostiquer la drépanocytose chez une personne. Comment on peut diagnostiquer cette maladie? Et je sais que dans les milieux beaucoup plus reculés aujourd'hui, on continue à utiliser les tests d'ML, mais il y a beaucoup d'avancées très significatives aussi sur le plan scientifique. L'électrophorèse passe pour un examen beaucoup plus crédible actuellement, mais il y en a encore de beaucoup plus poussés comme les tests moléculaires. Je crois que en Europe, hein. Non, pas en Europe, même ici il y en a. Et je crois que les scientifiques ne sont pas arrêtés là. Il y a encore des avancées qui sont toujours en cours pour arriver à vraiment diagnostiquer avec beaucoup de certitudes. Avec beaucoup de certitudes. Bien que l'électrophorèse déjà et même les tests moléculaires sont beaucoup plus efficaces. Pour heureusement que vous êtes chercheur. Je crois que les recherches sont continues. Oui. Et en faisant de recherche, je crois que vous allez tomber à un moyen très efficace. Mais déjà avec l'électrophorèse et les tests moléculaires, c'est déjà bon. Mais docteur, dites-nous quels sont les principaux symptômes de cette maladie? Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement de voir quelqu'un avec des yeux jaunâtres. Il y a une conclusion hâtive. Non, mais il est anémique. Dites-nous un peu les principaux symptômes de cette maladie. Principaux symptômes, il n'y en a pas presque. C'est des symptômes qu'on peut voir même chez les autres malades, les malades normaux. Mais au départ, ce qu'il faut retenir, c'est que un drépanocytaire, comme on a dit, il a un problème avec ces globules rouges. Il va développer une anémie chronique. Il aura un taux d'hémoglobine toujours inférieur par rapport à un sujet normal. Et ça demande à chaque fois la transfusion de sang? Pas à chaque fois. Parce que cette anémie chronique peut devenir aiguë. Peut devenir aiguë si les sujets se retrouvent malades. Parce que un sujet drépanocytaire, c'est un sujet vulnérable. Il est immunodéprimé. C'est des sujets qui font des infections facilement, notamment les infections des voies respiratoires,
C'est des sujets qui font le paludisme facilement. Et il y a des signes très caractéristiques aussi. Ce sont des douleurs. Que nous appelons, surtout lorsqu'il fait froid. Oui, que nous appelons des crises vaso-occlusives. Voilà, les os qui font très mal. Voilà. Si on peut résumer les signes qui caractérisent la drépanocytaire, la drépanocytose plutôt, c'est notamment les crises vaso-occlusives, l'anémie et la vulnérabilité aux infections. En tout cas, pour ceux qui nous prennent au cours de cette émission, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le docteur Kenti, un spécialiste, un expert en la matière. Nous parlons d'une question de santé publique qui concerne la drépanocytose, une maladie qui jusqu'à présent beaucoup ne comprennent pas les enjeux, qui beaucoup ne comprennent pas les méandres de cette maladie. Alors nous avons la chance de recevoir pour vous aujourd'hui pas un politique, mais plutôt quelqu'un qui exerce dans le domaine médical. Avec lui, vous voyez comment nous sommes en train d'exploiter ces sujets très importants pour vous, pour ceux qui sont intéressés. Je crois que le docteur est très disponible et surtout qu'il travaille dans une structure publique. Il a bien dit qu'il travaille dans l'hôpital Mabanga, une structure reconnue de l'État. Je crois qu'à chaque fois que vous aurez besoin de lui, le docteur est tellement disposé pour vous aider avec des conseils parce qu'il est un expert et un spécialiste en la matière. Alors docteur, dites-nous, à quel âge on peut détecter la drépanocytose chez un enfant? La drépanocytose, pour sa détection, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et dans nos milieux, généralement, c'est lorsque se déclenchent certains signes, notamment la douleur, les crises vaso-occlusives, les anémies à répétition, que les parents ou l'entourage est alerté et ils vont venir vite à l'hôpital. Et si eux ne demandent pas l'examen, le personnel médical va alors leur proposer pour la détection. Mais dans les milieux beaucoup plus avancés, en Europe et autres mondes, la détection peut se faire même in vitro, c'est-à-dire pendant la grossesse. C'est possible. Autour de 12 semaines de grossesse, 16 semaines, on peut faire des tests. Ça, c'est une technologie, une science avancée, comme vous avez dit. C'est beaucoup plus avancé. Ok. Ici, chez nous, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, mais oui, ça va venir avec les temps parce que vous êtes dans les domaines. Oui. Je voulais vous poser cette question, mais je crois que vous l'avez déjà répondu. C'est par rapport à est-ce que en République démocratique du Congo, avons-nous des structures sérieuses qui prennent correctement en charge de personnes souffrant de la drépanocytose? Mais je crois que vous l'avez dit parce que vous avez dit que vous-même, déjà, vous travaillez à Mabanga. C'est l'hôpital reconnu. C'est l'hôpital reconnu pour cette maladie. Y a-t-il encore une autre structure à part Mabanga, sans pour autant vouloir faire la publicité? Je sais qu'il y a d'autres structures privées, mais la seule et l'unique structure publique aujourd'hui en RDC, qui est pratiquement un centre de référence pour l'Afrique centrale, reste les centres mixtes d'anémie SS. Et surtout, il faut insister que c'est une structure publique de l'État. C'est une structure publique de l'État. Je crois que les gens ne souffrent pas avec cette affaire de gratuité. Vous savez, l'État, à un certain moment, les gens ont peur, ils se disent que nous pouvons y aller avec la légèreté que nous constatons dans certaines structures publiques de l'État. Nous risquons de perdre la vie alors qu'elle était faite pour un secours sanitaire. Moi, je vais demander aux parents qui ont des enfants porteurs de la maladie de ne pas hésiter, de nous faire confiance, de s'approcher et de ne pas beaucoup plus se fier au bruit des quartiers, de la rue, au bruit de la rue. Nous sommes une structure de référence. Je l'ai même mentionné. Nous sommes une référence pour l'Afrique centrale. Si j'ai dit l'Afrique centrale, c'est-à-dire nous recevons des malades qui viennent du Gabon,
du Congo d'en face, de l'Angola, n'en parlons du pas, Cameroun, Centrafrique et consorts. Donc, même ici à Kinshasa, c'est notre centre, c'est les centres de référence. Oui, vous avez expliqué. Je crois que vous ne pouvez que jeter de fleurs dans cette structure dans laquelle vous évoluez. C'est tout à fait normal. Je ne vous en veux pas pour ça. Mais docteur, j'aimerais vous relater une petite anecdote. Je suis quelque part, je suis en train de suivre quelqu'un à la télévision qui dit il est praticien, il le fait mieux et toute personne atteinte de cette maladie, en tout cas lui, ne laisse pas passer, il guérit. Est-ce que nous pouvons dire que cette maladie guérit totalement? Dites-nous un peu, vous qui exercez dans le domaine scientifique, est-ce que cette maladie guérit? Avec notre expérience et les recherches que nous faisons, et dans nos milieux aujourd'hui, on ne peut pas dire que la maladie, on peut la guérir totalement. Sous d'autres cieux, oui, on parle de la greffe de la moelle et osseuse, parce que la moelle osseuse qui et ça, c'est toujours la science évoluée, la technologie évoluée. Oui, c'est la technologie, c'est la science. Et quand peut-être nous dormons, les autres ne dorment pas, ils font dans les recherches et tout. Et il y a des preuves matérielles aujourd'hui que en Europe, aux États-Unis, il y a des preuves palpables que avec la moelle osseuse, on peut arriver à traiter et guérir la maladie. Mais dans nos milieux, nous n'en sommes pas encore là. Dans nos milieux, tout ce que nous faisons, c'est les contrôles, les suivis de la maladie. Et ce n'est pas pour minimiser le travail de nos praticiens. Et c'est là que je voudrais attirer l'attention de ceux qui nous suivent, de ne pas trop suivre les bruits de la rue. J'ai dit tantôt que Mabanga, c'est un centre de médecine mixte. Quand j'ai dit médecine mixte, c'est-à-dire nous sommes à la croisée de chemin entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Parce qu'au niveau de notre direction générale, nous avons tout un département de médecine traditionnelle. Il y a des recherches, des travaux qui avancent à grands pas. Je crois que prochainement, il y aura de publications pour nous montrer les prouesses qui ont été faites par rapport à la prise en charge de la drépanocytose avec les méthodes traditionnelles. J'ai eu la chance aujourd'hui de vous rencontrer parce que vous évoluez dans une structure mixte. Alors, pour l'opinion que nous suit, j'aimerais un peu que vous puissiez nous dire la vérité. Parce que vous exercez dans cette structure qui est à la fois moderne et en même temps traditionnelle. Dites-nous entre les deux médecines, laquelle a une avancée en termes des prises en charge et des contrôles, parce que vous l'avez avoué, vous avez dit que jusqu'à présent vous ne guérissez pas. Au moins en Europe, il y a une science très avancée. Je ne voudrais pas ici dire que la médecine moderne est au-dessus de la médecine traditionnelle parce que nous travaillons toujours en collaboration, oui. Mais par rapport aux recherches, je peux dire qu'elles sont beaucoup plus avancées en médecine moderne qu'en médecine traditionnelle. Et là, ce n'est pas pour décourager ceux qui font la médecine traditionnelle parce qu'ils seront à un certain moment mixés. Ils font du bon travail, excusez-moi, mais c'est qu'on constate, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de charlatans aussi. C'est ce qui parfois discrédite un peu le métier d'être praticien. Docteur, aujourd'hui, à chaque maladie, il y a un comportement à adopter. À chaque maladie, il y a certaines restrictions que nous avons. Dites-nous un peu en termes de la drépanocytose, quel comportement devrait adopter les personnes atteintes de cette maladie et quels sont aussi les modes de prévention? Quels sont les modes de prévention et quel comportement devraient adopter les personnes atteintes de cette maladie? Il y a un dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Je voudrais commencer par là et lancer un message aux jeunes qui peuvent
ou qui entretiennent déjà une relation amoureuse ou qui sont dans les fiançailles, et aussi demander aux leaders d'opinion de véhiculer souvent ce message à leurs jeunes. C'est mieux de faire ces examens le plus tôt possible, quand l'amour n'est pas encore ancré, n'est pas encore dans les os, comme on dit. Parce que quand vous le faites tard et que l'amour est déjà très avancé, la séparation sera très difficile et douloureuse. C'est vraiment. Et lorsque vous le faites tôt, c'est beaucoup moins. Moi personnellement, j'en suis un témoin. J'en suis un témoin vraiment vivant parce que avec mon épouse, c'était comme ça. Elle m'avait dit tôt, à la première semaine même. Je m'avais qu'on le fasse le plus vite possible. Nous l'avons fait. Et je crois que ça nous a épargné à des stress, à des choses qui pouvaient parfois nous mettre mal à l'aise. Alors, la deuxième. Et nous vous félicitons pour ça. Merci. Lorsque c'est fait tôt, les jeunes, faites l'examen, faites l'électrophorèse. À ce moment-là, vous avez votre statut. L'homme a son statut, la femme a son statut. Et là, les matchs est joué et la décision est prise. Il y a des conseils que le médecin va vous donner si ça va être compatible ou pas. S'il faut revenir sur les comportements devrait adopter le personne atteinte de cette maladie. Un drépanocytaire, au départ, je l'ai dit, c'est un sujet vulnérable. Il est immunodéprimé. Il ne va pas se comporter comme tout le monde, toute autre personne normale. Voilà. Il ne peut pas s'exposer au froid, comme vous avez dit, parce que ça peut déclencher des crises vaso-occlusives, des douleurs. Il ne peut pas non plus s'exposer au chaud, à la chaleur. Il est vraiment vulnérable. Hein. Parce que ça peut entraîner des hémolyses, ce qui va rendre les yeux jaunâtres et tout. Il ne peut pas s'exposer aux jeux dangereux. Aux jeux dangereux, au risque de se blesser, au risque de se fracturer. Pas toucher des objets tranchants. Oui. Et puis, il ne va pas mener une vie hygiéno-diététique comme tout le monde. Il ne va pas prendre de l'alcool. Il ne va pas fumer. Et puis, en fait, il ne va pas mener une vie comme il est appelé les communs de monde, comme tout le monde, toute personne, un sujet normal. Parce que pour lui, un paludisme qui peut sembler banal pour un sujet normal ça peut être grave pour lui. Peut être très grave. Parce que, je le répète, c'est un sujet vulnérable. Vous voyez? Et puis, il doit éviter tout ce qui peut amener une infection. Il va voir son environnement. Il doit être propre. Il doit être à l'abri de beaucoup de choses qui peuvent amener de l'infection chez lui. Alors, parce que nous sommes en train d'aller mollo vers la fin. C'est une émission qui peut aller étape par étape parce que c'est un grand, tout à fait, un grand champ qui ne peut pas être exploité en un seul jour. Tout à fait. Parce que je crois l'émission prochaine, vous pourriez nous apporter des photos. Nous pouvons les exploiter parce que ça cadre aussi dans cette optique pédagogique. Nous l'avons toujours dit, au cœur de l'Afrique, c'est une émission pédagogique. Et voilà ce que vous faites. C'est de la pédagogie pour ceux qui vous suivent et qui sont intéressés. Je crois qu'ils ont tiré du bon sens dans cette émission. Alors, vous avez évoqué la question de parents. Parce que je vous ai posé la question concernant comment on peut avoir cette maladie. Vous avez dit que c'est héréditaire, c'est une maladie génétique. Et là, intervient la responsabilité des parents. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que tout le drépanocytaire que nous avons dans ces mondes, les responsables principaux sont les parents. On va dire ça peut-être, mais moi je voudrais pas jeter la pierre aux parents parce que bien sûr actuellement l'information est là.
presque tout le monde sait ce qu'il faut faire avant de se marier. Si on va faire les tests d'électrophorèse et on est incompatible, on va s'entêter et derrière on a des enfants drépanocytaires. Là, les parents sont totalement responsables. Et au-delà d'être responsables, ils en souffrent également. Ils en souffrent gravement. Et encore une fois, si les parents savent qu'il y a des formalités à faire avant de se marier et qu'ils ne les font pas, et derrière ils ont des enfants drépanocytaires, ils sont très responsables de ce qui arrive à leurs enfants. Oui. Mais les anciens parents, nos parents, moi, je ne pense pas les années 70, les années 80, les parce années que là, 60, l'information n'était pas à la pointe, elle n'était pas à la portée de tout le monde. Oui. Vous voyez? Donc, ces parents-là, vous les épargnez, vous les dédouaniez de leurs responsabilités. En tout cas, docteur, merci beaucoup. Je crois que ceux que nous suivent comprennent que cette émission se veut un caractère pédagogique. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent parce que si vous appelez docteur Kanti en privé, et je crois que la facture sera très élevée, mais il s'est donné ces luxes précieux de pouvoir partager avec vous, de vous donner des leçons importantes par rapport à cette maladie qui beaucoup ne connaissent pas, mais parfois ont des informations erronées qui ne cadrent pas avec la réalité de cette maladie. C'est une maladie qui tue, c'est une maladie qui fait mal, c'est une maladie qui met mal à l'aise, c'est une maladie même, je crois, docteur, qui crée des divorces dans des familles, parce que je me rappelle une fois, j'étais à bord d'une moto avec quelqu'un qui me relatait sa vie, me dit, ma femme avait caché, je lui avais dit qu'elle fasse l'examen d'électrophorèse, elle a eu de résultats, elle a compris qu'entre elle et moi, il n'y avait pas compatibilité, mais parce qu'elle avait envie d'être épousée, elle m'a gardé l'information. Et lorsque ils ont eu leur premier enfant, l'enfant était anémique et le papa n'a pas supporté, il a décidé de divorcer avec cette femme. Vous voyez que c'est une maladie qui touche à la vie familiale. Et or, le mariage est créé pour une vie commune ensemble, pour jouir et pour être dans la joie. Parce que les parents sont responsables. Je crois que vous avez donné même un conseil. Avant d'amorcer toute autre étape, il va falloir passer dans des structures habilitées pour se faire examiner et voir quel serait son état et comment avancer avec son partenaire ou sa partenaire. Alors, docteur, j'aimerais que vous puissiez lancer un message. Avant de lancer votre message, je rappelle à l'opinion que le 19 juin, c'est une journée internationale et une journée mondiale de la drépanocytose, raison pour laquelle la première dame, en juin 2022, elle avait lancé cette campagne. Raison pour laquelle elle avait même mené un plaidoyer à la primature pour que la primature prenne en charge quand même les enfants drépanocytaires. Et vous-même, vous êtes un témoin. Il est venu à l'hôpital Mabanga. Elle vous a plutôt tapé un bijou aujourd'hui. Et vous êtes fier de dire que l'hôpital Mabanga, c'est une référence. J'aimerais que vous puissiez donner un message particulier. Adressez-vous à nos autorités parce que c'est une question qui concerne aussi les autorités, les leaders d'opinion. Nous avons vu avec la question du changement de la Constitution, le chef de l'État aujourd'hui a tourné sa face vers les leaders religieux. Aujourd'hui, ça bouillonne de partout. Et si on le faisait aussi pour la drépanocytose, pour cette maladie, ça sera très bien. Les religieux, les artistes, les comédiens, les musiciens, tout le monde s'imprégner de cette question. Je crois que nous aurons un taux très réduit de cette maladie. J'aimerais que vous puissiez vous adresser particulièrement d'abord aux leaders et aussi à nos autorités. Je pensais que ça allait être ma dernière intervention, mais vous me demandez de le faire parce que je voudrais quand même parler des complications du drépanocytaire. Non, c'est très important, docteur. Vous pouvez en parler, des complications qui interviennent lorsque nous... Oui, je voudrais bien commencer par parler des complications avant de lancer les messages aux leaders et aux gouvernants. Voilà. Les complications chez un drépanocytaire sont diverses. Elles partent de la tête aux pieds. De bout en bout. Oui. Et c'est très, très, très grave quand un sujet
drépanocytaire s'amène déjà avec des complications. Si je dis de la tête aux pieds, ça veut dire les drépanocytaires font des AVC. Oh là là, c'est encore grave, hein. Ils font des AVC, ça c'est les systèmes nerveux. Ils font des AVC, pourquoi? Parce que quand le cerveau se retrouve avec moins d'oxygène, moins de sang fourni, il y a les risques. Des vaisseaux qui vont nécroser et l'AVC circuler. Vous allez voir des enfants victimes d'AVC du drépanocytaire qui portent des séquelles neurologiques irréversibles. Ne pensez pas que l'AVC c'est l'affaire des vieux. Même de jeunes. Des enfants. Les enfants drépanocytaires font des AVC. Que nous appelons AVC du drépanocytaire. Comme nous parlons du système nerveux, nous pouvons parler aussi du système circulatoire. Mm-hmm. Et du système circulatoire, on voit les sangs. Ils font des anémies, généralement chroniques, et qui peuvent devenir aiguës. Et avec ces anémies-là, ça va amener d'autres complications, notamment de cardiopathie. On peut aller même jusqu'à une insuffisance cardiaque. Mm-hmm. Les drépanocytaires font des embolies. Le docteur, sans vous interrompre, d'où viennent ces complications? Voilà. Les complications viennent, comme je disais, je parlais du système nerveux. Mm-hmm. Le cerveau est irrigué. C'est-à-dire, il y a le sang qui doit les nourrir. Mm-hmm. Et généralement, c'est des petits vaisseaux. Des vaisseaux de petit calibre. Vous voyez? Mm-hmm. Et comme les drépanocytaires a des globules rouges déformés, Mm-hmm. ils ne seront pas passés librement au travers les vaisseaux avec petit calibre. Et parfois, ils les bouchent. Et quand ils les bouchent ainsi, la partie en aval ne sera pas irriguée. Mm-hmm. Et lorsque une partie d'un vaisseau n'est pas irriguée, la partie là s'affaisse, se négrose, pourrit. Donc, il y a insuffisance de sang. Il y a insuffisance de sang. Voilà. Il n'y a pas qu'au cerveau. Il n'y a pas qu'au cerveau. Même au poumon. Il peut se faire que les globules rouges là déformés vont faire un amas, un caillot qui va aller échouer au poumon et le sujet fait l'embolie pulmonaire. Voilà. C'est grave, ça. Il n'y a pas que ça. Il y a l'appareil locomoteur. Avant de parler de l'appareil locomoteur, proprement dit, parlons de la peau. Je vous ai parlé je crois que vous avez déjà vu des drépanocytaires. Il y en a qui portent des plaies que nous appelons des ulcères, qui ne cicatrisent pas. Difficilement comme... qui cicatrisent difficilement. Comme c'est le plaie de diabétique. Oui, parce que pour que la plaie cicatrise, il faut qu'il y ait un bon apport sanguin au niveau du site, avec tous les matériels possibles, avec toutes les protéines qui sont responsables de la Et cicatrisation. tout ça, il faut un suivi correct. Bien sûr que oui. Et lorsque ce drépanocytaire-là n'est pas bien suivi, sa plaie-là ne va pas cicatriser. L'appareil locomoteur, les drépanocytaires font fréquemment les arthrites, c'est-à-dire des infections des articulations. Ils font des infections des os, ostéomyélite. Ils font facilement des infections urinaires. Ils font facilement des ulcères gastriques dus généralement au stress et à la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont éroder
la muqueuse gastrique jusqu'à la trouer même, trouer la muqueuse ou trouer l'estomac en question. Ils font aussi de lithiase, c'est-à-dire il va se retrouver avec on dirait des cailloux dans sa vésicule biliaire, dans ses reins. Et quand c'est souvent logé dans la vésicule biliaire, c'est ce qui est beaucoup plus aussi à l'origine de ce que nous appelons la jaunisse ou l'ictère. Une maladie qui a tué beaucoup d'enfants, qui tue et continue à tuer. C'est juste un signe, une complication d'une maladie logée quelque part. Donc, quand vous avez un sujet drépanocytaire, c'est-à-dire c'est un boulevard ouvert pour beaucoup de maladies, si ce sujet n'est pas suivi correctement à l'hôpital, parce qu'il y a de médicaments que les drépanocytaires doivent prendre à vie. Il est restreint à ça. Oui. Et ces médicaments-là vont aider à ce que la durée de vie de l'hémoglobine soit revue à la hausse. Et ces médicaments-là vont réduire l'effet que l'hémoglobine soit déformée. Donc, vous avez un sujet drépanocytaire, amenez-les à l'hôpital et suivez les conseils du médecin et il doit être régulièrement vu par le médecin pour éviter les complications, parce que les complications sont graves et mortelles. Plus grave même, plus que même la maladie. C'est grave. Merci beaucoup, docteur. Ça fait très mal. C'est très important, chers téléspectateurs, vous que nous suivez. Je le répète, que cette émission se veut un caractère pédagogique. Vous avez écouté, vous avez suivi l'expert en la matière. Devant la science, à un certain moment, on doit s'incliner parce que il est une personne qui exerce dans ces domaines et il a de l'expérience, il fait de recherche. Ça vaut la peine de prendre ses conseils en considération afin d'éviter les pires. Il est allé très loin pour même donner des conseils à ceux qui veulent s'engager. Il n'est pas tard. Voyez des structures bien organisées. Allez-y et faites-vous examiner pour connaître votre état et cela va vous épargner à beaucoup de choses. Ne dites pas que Dieu fera. Ne dites pas que Dieu fera. Faites-vous examiner et sachez quel est votre état pour vous permettre d'éviter certains problèmes qui peuvent intervenir après avoir connu la vie conjugale. Alors, j'aimerais maintenant revenir à vous pour que vous puissiez maintenant vous adresser. Adressez-vous aux autorités comme la première dame l'avait fait, parce qu'elle avait eu gain de cause. Et je crois qu'en tant qu'expert, votre voix sera portée plus haut et il y aura des retombées. Comme on dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je profite ce plateau pour dire grand merci à la première dame. Madame Denise Nyakero. Madame Denise Nyakero. La distinguée première dame. Ah oui. Pour ces bijoux offerts au centre de médecine mixte d'anémie SS, hôpital Mabanga. Chapeau bas elle. Chapeau vraiment bas pour tous les efforts, pour les suivis et l'accompagnement de drépanocytaires. Maman, ne vous fatiguez pas. Assistez ces sujets drépanocytaires comme vous l'avez toujours fait. Et je crois que les autres leaders, les autres politiques, les autres gouvernants vont emboîter ne faut pas. Je crois que tous les remerciements, c'est pour le président de la République qui ne cesse jamais de nous prouver comment il est attentif aux problèmes, particulièrement à la santé de ta population, au travers pour laquelle il y a des structures médicales qui sont construites, au travers des actions vraiment palpables et matérielles que nous voyons ci et là
à travers le pays. Je crois que c'est pas un problème personnel pour les couples présidentiels. Les autres décideurs peuvent emboîter les pas et soutenir ces drépanocytaires parce que dans beaucoup de cas, c'est des gens qui viennent des familles démunies. Ils n'ont pas de moyens pour la prise en charge. Je crois que si jamais il y a une subvention, c'est là allégerait aussi. J'aimerais que vous puissiez aller catégorie par catégorie. Là, vous êtes adressé aux autorités. J'aimerais maintenant que vous puissiez vous adresser aux parents et enfin adressez-vous à ceux-là qui veulent s'engager parce que les départs aussi commencent par là. Je vais demander aux parents d'être attentifs à la vie de leurs enfants. Si jamais ils remarquent des signes évocateurs que nous avons cités tantôt là, notamment des anémies à répétition, des douleurs aux pieds, douleurs gonflement des mains et des pieds et autres, n'hésitez pas, venez au centre, venez consulter et surtout demandez l'électrophorèse pour votre enfant. Aussitôt fait et aussitôt la prise en charge est précoce, l'évolution va être bonne. C'est toujours dangereux lorsqu'on vient tard déjà à l'étape des complications. Là, la prise en charge sera aussi très réservée. Alors, parents, ne traînez pas les pas, ne suivez pas les bruits des charlatans, des mauvais tradis praticiens. Les oiseaux des mauvais augures. Ah oui, qui vont vous dérouter. Je sais que vous me suivez, vous comprenez mon message. N'hésitez pas, venez, c'est pour les biens de votre enfant. À ceux-là qui veulent s'engager dans la vie de couple, je l'ai dit tantôt, plutôt vous faites votre électrophorèse, vous connaissez les statuts, plutôt vous prenez des justes décisions. Et à ce moment-là, vous allez éviter la corvée que représente cette maladie qui est la drépanocytose. Encore une fois, nous demandons aux leaders d'opinion de sensibiliser les jeunes qui veulent s'engager et même de rendre obligatoire, surtout aux pasteurs, de rendre obligatoire la célébration, la bénédiction nuptiale, que la bénédiction nuptiale soit conditionnée par la présentation des examens des résultats des examens prénuptiaux. Je crois que ça nous éviterait de tomber dans je peux vous rassurer, il y a une église que je connais, l'église adventiste du 7e jour, c'est une condition sine qua non, pour célébrer le mariage religieux, il va falloir présenter les résultats. Nous félicitons des pasteurs comme ça. Merci. Un mot d'encouragement aux drépanocytaires qui nous suivent, docteur. Pour terminer. Chers amis, chers drépanocytaires, nous sommes au quotidien à vos côtés. Nous vous aimons bien. Vous savez quelle empathie nous avons pour vous. Nous sommes toujours disposés à vous aider et à vous soulager. Suivez nos conseils, que vous soyez à la maison, que vous soyez sur la route, et surtout répondez aux différents rendez-vous fixés par votre médecin. C'est là où vous éviterez des complications qui peuvent s'avérer graves par après. Aussitôt la prise en charge est entamée, aussi
l'évolution sera bonne. Et à tous et à chacun, je demande d'être très attentif à cela pour éviter toutes les complications possibles. Merci beaucoup, docteur Kenti, pour le temps que vous avez disposé en début de tout votre agenda chargé. Vous avez quand même disposé ces temps pour nous afin d'instruire, afin d'informer, afin d'enseigner à ces publics parfois qui vivent dans la diversion, qui vivent dans la rumeur, qui vivent dans la fausse information. Aujourd'hui, nous sommes venus à la source. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Je crois que la prochaine fois, vous viendrez avec des photos à titre d'illustration pour permettre à ceux qui verront l'image, qu'ils voient comment les choses se font. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. À nos fidèles téléspectateurs, merci d'avoir disposé de votre temps, de nous suivre dans cette émission au cœur de l'actualité. Prenez rendez-vous avec nous à la prochaine avec un nouveau invité.